Alors ouais, ça c'est un bébé hippopotame qui mordit une jambe et c'est quand même super mignon. Ouais, on va essayer de caser des informations un peu plus légères pour essayer de dynamiser un peu tout ça, dis-nous par commentaire si t'apprécies. Mais malheureusement, on ne va pas parler que des animaux mignons, on va aussi parler de l'actualité nationale et internationale. Bienvenue dans Actu Réfractaire, votre quotidienne, et ben c'est parti. Après un énième 49.3, la première ministre Elisabeth Borne, les députés du président de la République et les Républicains ont trouvé un accord sur le projet de loi dit plein emploi. Les bénéficiaires du RSA vont désormais avoir 15 heures d'activité obligatoire hebdomadaire. La loi continuera d'être examinée toute la semaine, alors que la gauche, le groupe Lyot et le Rassemblement national se sont insurgés de cette alliance. En tout, ce sont 1,9 million de bénéficiaires qui vont être directement concernés. Et si on y inclut les conjoints et les enfants à charge, ce sont 6,9 millions de personnes qui vivent en partie grâce au RSA fin 2021. Une personne sur 10 est donc concernée par ces minima sociaux en France. Le ministre du SOP a tenté d'apaiser en indiquant que les allocataires ne feront pas un travail gratuit, mais une activité d'insertion et de formation, des activités qui ne tomberont pas du ciel. Et donc les entreprises, si elles ne sont pas capables de faire ces formations-là, eh ben ça va quand même sans doute ressembler beaucoup à du travail gratuit. Surtout que la refondation du Pôle emploi en France Travail d'ici janvier 2025 contredit les propos du ministre puisque les bénéficiaires du RSA seront inscrits d'office à l'Agence pour l'emploi. Et donc si on juge qu'il y a chez eux une absence de recherche active du travail, eh ben ils seront radiés de France Travail et perdront donc leur RSA. Le résultat de tout ça, c'est qu'il va y avoir plus de pression sur les travailleurs avec des concurrents au RSA que l'entreprise ne paye pas, ce qui va permettre aux patrons de négocier les salaires à la baisse et les conditions de travail sans aucune contestation et éviter au niveau national des mouvements de grève qui forceraient l'augmentation des salaires et ainsi la baisse des marges. Bref, on retrouve là aussi toute la politique du gouvernement qu'on retrouve dans ces autres mesures. Une loi de plus qui peut sembler injuste aux yeux de millions de Français, mais vous savez quoi, les temps changent et le gouvernement a appris de ses erreurs et ils ont lancé une toute nouvelle application qui s'appelle Agora. L'objectif, on peut participer à des sondages proposés par le gouvernement et même poser des questions au gouvernement. Si on manque de langue de bois le soir, on peut leur poser une autre question pour avoir un peu plus de réponses. Voilà, donc au niveau de l'Assemblée nationale, c'est du 49.3, mais quand il s'agit de faire de la com politique avec de l'argent public, eh ben, ce sont des sondages qui n'auront évidemment absolument aucune contrainte au niveau de la loi. C'est comme le grand débat ou alors les cahiers de doléances. Mais ça n'empêche que le porte-parole du gouvernement, lui, est très fier de son application. Il n'y a pas de raison que le numérique soit partout sauf dans la démocratie. À l'heure à laquelle je vous parle, et depuis 3 jours qu'on a lancé l'application, il y a un Français qui télécharge l'appli toutes les 20 secondes. On est à toutes les 20 secondes ? Ouais, à peu près. Ouais. Donc ça fait combien au total ? On est à plus de 15 000, je crois, téléchargements de l'application. Bon, les chiffres annoncés, c'est pas du tout ceux qu'on retrouve sur le Google Play, mais bon, on n'est pas à ça près. On a donc le droit de dire des choses tant que eux, ils ont totalement le droit d'ignorer ces choses-là, et ben ça leur va. Une façon bien à eux de rétablir la confiance qu'ils ont perdue avec la population et qu'ils vont évidemment retrouver grâce à cette application, évidemment. On passe maintenant aux États-Unis où des chercheurs du Montana ont développé un vaccin contre l'héroïne. Après des tests sur des rats et sur des porcs publiés dans la revue Nature, ils déclarent aujourd'hui vouloir passer au premier essai clinique humain. Ce vaccin empêcherait la distribution du principe actif de l'héroïne dans le cerveau, ce qui pourrait être utilisé pour des personnes sevrées qui ne voudraient par exemple pas replonger. Un vaccin qui va pouvoir devenir un très bon outil de lutte contre cette addiction, à condition que ce soit utilisé de la bonne façon et surtout que les laboratoires ne se fassent pas trop de marge dessus, ce qui rendrait inaccessible le vaccin pour ceux qui en ont le plus besoin. On reste aux États-Unis, mais du côté de Las Vegas, où il y a une petite nouveauté qui s'appelle la Sphère. C'est une salle de spectacle entièrement recouverte de LED, offrant un spectacle totalement unique. L'inauguration a été faite par le groupe U2, qui est un peu comme Damien 16, mais en un petit peu moins bien. C'est donc probablement, j'imagine, un très grand progrès technique, mais c'est pas la seule actualité qu'il y a à propos de Las Vegas. Si ces sociétés de jeux ne parviennent pas à un accord, les travailleurs se sont exprimés et seront prêts à faire tout ce qu'il faudra, y compris la grève.
Ces mots sont issus d'une toute petite assemblée d'à peine 50 000 travailleurs états-uniens de Las Vegas qui ont envahi la semaine dernière la salle Omnisport de la ville. Leur objectif, voter la grève qui va concerner les barman, les cuisiniers, les serveurs, les restaurateurs, les hôteliers, bref tout le milieu du service des casinos de la ville. Le syndicat n'a pas encore fixé la date limite pour le débrayage et continue de négocier des meilleurs salaires, des meilleurs avantages et des meilleures conditions de travail avec les principaux employeurs des casinos de Las Vegas. Et en même temps que les casinos de Las Vegas, ce sont d'autres syndicats qui s'organisent et qui se mettent en grève, c'est le secteur de l'automobile, sauf que eux ils le font pas n'importe comment. Alors qu'en France on a l'habitude des grèves perlées, prévues très longtemps en avance et donc largement anticipables par les patrons et par l'État, et ben eux les syndicats états-uniens de l'automobile proposent une toute autre méthode, celle de la grève surprise. Comment est-ce que ça fonctionne? Tu as des dizaines d'usines qui se déclarent en grève mais qui n'entrent pas directement, concrètement en grève et c'est le syndicat qui va choisir quelle usine et quel atelier vont entrer en grève et ça 2 heures avant le début de la journée. Donc en gros, on sait qu'il va y avoir des grèves quelque part mais on ne sait pas où et c'est pas du tout anticipable. Aucun patron ne peut donc savoir s'il va y avoir une grève ou non dans son usine, c'est donc bien plus difficile de casser les mouvements de grève et apparemment ça crée aussi une petite ambiance électrique où la grève pourrait venir à tout moment, ce qui facilite la mobilisation. Donc une petite idée à retenir pour les prochaines fois chez nous en France. Et comme quoi les choses changent, maintenant c'est les Français qui prennent des leçons des États-Unis, c'est fou hein. Et quand certains commencent la grève, d'autres la terminent et c'est le cas des scénaristes. Après 150 jours de grève, ils ont réussi à négocier quelques petits avantages, comme par exemple des primes, des participations en cas de succès d'un programme et l'obligation d'embauche de plusieurs scénaristes en fonction de la taille de la série et en plus de ça une régulation de l'intelligence artificielle pour ne pas se faire remplacer par des IA. Donc même à Hollywood, la grève paye. En France, nous avons aussi, évidemment tu le sais, une situation d'augmentation des prix, d'augmentation de la répression, des logements c'est compliqué, le travail c'est de plus en plus compliqué, mais il n'y a pas encore de grève qui s'organise. Par contre, il y a un appel qui commence à circuler pour une mobilisation à la gilet jaune partout en France le 14 octobre. Ça a été relayé par de nombreuses personnalités comme Jérôme Rodriguez ou Barbara Stiegler. Ce qui fait que des milliers de personnes ont vu cette date circuler. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est l'appel que beaucoup d'entre nous attendaient? Eh ben on ne sait pas, mais en tout cas si ça t'intéresse, on te met ça en description et on regardera un peu comment tout ça va évoluer. Des appels à la mobilisation, mais certains sont déjà mobilisés comme à Carhaix. On vous avait déjà parlé de cette ville du centre-Bretagne pour son absence de club de foot, contrairement à Guingamp, mais aussi pour son hôpital que l'État veut fermer. On vous avait parlé des manifestations et des urgences qui doivent fermer faute de personnel. Une fermeture des urgences la nuit qui a malheureusement été fatale pour une petite fille qui n'a pas pu être soignée un temps, ce qui est imputable directement donc par la politique de l'État. À trop vouloir économiser les bouts de chandelle et à favoriser les hôpitaux privés, eh bien ce genre de drame arrive, sauf que cette histoire ne se termine pas là-dessus. Les camarades de Carhaix sont sortis dans la rue, ont mis le feu devant la préfecture, ont bousculé des CRS et ont sorti la catapulte avec, s'il vous plaît, les élus en première ligne. La préfecture a invité une délégation dont le maire de Carhaix qui est opposé à la fermeture de l'hôpital, tout ça pour discuter et trouver des solutions, mais absolument rien n'en est sorti. Comme à son habitude, la Macronie ne lâche rien et ne fait qu'envoyer la police. Sachant que cette lutte pour l'hôpital est absolument vitale pour la ville de Carhaix, parce que sinon les Carhairois, je sais pas comment on dit, les Bretonnants de Centre-Bretagne là, bah s'ils perdent leur hôpitaux, et ben en fait ce sont des centaines de personnes qui vont devoir bouger sur Morlaix ou sur Brest, faute de soins, et très peu nombreux sont ceux qui voudront bien s'installer dans un territoire où on peut juste pas se soigner. D'ailleurs c'est exactement le même problème à Guingamp, et c'est le même problème partout où l'État appauvrit, et ben en fait notre survie en réalité. Nous sommes dépendants des prix des supermarchés, nous sommes dépendants des hôpitaux, nous sommes dépendants de notre justice, nous sommes dépendants de l'énergie, de tous ces réseaux-là qui nous sont de plus en plus inaccessibles. C'est notre survie qui est en jeu, donc on va pas se laisser faire, et les manifestants de Carhaix réunis à Quimper, eux ils ont annoncé qu'ils étaient prêts à faire comme en 2008, une année où de violentes manifestations ont permis le maintien de la maternité de Carhaix, comme quoi quand on bouge et même un petit peu fort, on obtient des résultats. En espérant que cette lutte des camarades de Carhaix va être victorieuse, parce qu'à coup sûr ça va en inspirer certains.
C'était Johan à la caméra et au montage, Ellie à l'écriture et pour les recherches Debbie et Paul et Camille qui nous a aidé à la production et pour les inserts. Cette équipe ne vit que par vos dons, donc si vous voulez qu'on puisse continuer à faire cette quotidienne, partagez un maximum son contenu et si vous le pouvez, soutenez-nous sur Tipeee. Ça vous donne accès à 2-3 petits trucs, on vous met ça en description. Sur ce, bonne soirée à vous et à demain 18h pour votre prochaine analyse critique de l'actualité.